Un jour, peut-être, nous verrons des voitures sans conducteur rouler sur les routes de Suisse. Pour l'heure, les voitures autonomes ne peuvent pas encore se passer d'un assistant de conduite, mais à l'avenir, elles pourraient prendre des décisions qui engagent la vie des passagers et des autres usagers. Alors, peut-on programmer l'éthique dans les robots? Regardez ce reportage de Carole Efliger, on en parle juste après. C'est quand même assez direct le freinage. Alors expliquez-moi en fait, là du coup le capteur m'a reconnu. Oui. Il a un freinage qui n'est pas celui d'un humain. Enfin l'humain freine différemment dans une voiture. Exactement. C'est quoi la différence? En fait elle est déjà beaucoup plus réactive que nous. Donc elle, du moment qu'elle voit l'obstacle, elle freine en fait. Elle n'a pas tout ce ton qu'après au niveau du dosage des freins, là c'est vraiment, elle s'arrête parce qu'elle ne sait pas ce que c'est comme obstacle. Elle sait pas, voilà. Elle voit un danger imminent donc elle s'arrête le plus vite possible. Depuis septembre 2017, le quartier d'innovation fribourgeois profite d'une navette automatisée qui circule en boucle et permet le raccordement au réseau des transports publics. Équipé de plusieurs caméras et de capteurs, le bus exécute un trajet prédéfini grâce à la géolocalisation. À l'aide d'une plateforme numérique développée par la start-up BestMile, le contrôleur peut en tout temps gérer le véhicule à distance. La plateforme permet d'envoyer des missions aux véhicules, c'est-à-dire de leur dire exactement qu'est-ce que chaque véhicule doit faire en temps réel. Ça permet d'utiliser le vrai potentiel des navettes autonomes, qui n'est pas forcément uniquement de tourner sur une boucle. Pour l'instant, un humain qu'on appelle un groom se trouve à l'intérieur du véhicule. Cette personne intervient en cas d'urgence et peut à tout moment reprendre le contrôle sur la conduite. Le but de cette plateforme, c'est aussi de permettre, dans le futur, de retirer l'humain, puisque finalement, la personne qui se trouvera dans le centre de contrôle doit pouvoir prendre à distance, finalement, toutes les décisions qui aujourd'hui sont prises dans le véhicule. Encouragés à l'idée de participer à un projet innovant, les transports publics fribourgeois ont aussi choisi une navette automatisée pour des raisons économiques. Le véhicule s'adapte parfaitement aux infrastructures et routes existantes. Reste que l'absence, dans le futur, d'un être humain au contrôle direct du véhicule soulève de nombreuses questions. Jusqu'à quel moment le client est sous notre responsabilité? Comment, voilà, s'il n'y a personne sur place et que le véhicule s'arrête et bloque une rue, comment ça se passe? C'est vrai que pour nous, c'est encore toutes ces questions qu'on essaye déjà d'y réfléchir, de voir les pistes qu'on pourrait explorer justement pour un jour laisser les véhicules tout seuls. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, une présence sur place est plus que nécessaire. Je vous enclenche autopilote. Voilà, vous avez entendu le bruit? Alors là, on est dans un bon exemple. Ça bouchonne, oui. Les voitures vont freiner. Là, la voiture, elle va s'adapter. Voilà, elle freine. Et vous, là, vous n'intervenez pas? Non, j'ai la main sur le volant pour des questions de sécurité. Ça vous rassure? Oui, parce que vous savez que de nos jours, dans un véhicule traditionnel, on peut se retrouver à discuter avec le passager de droite. Souvent, je suis père de famille, vous avez les enfants dans des sièges auto à l'arrière qui sont agités, vous avez la radio, vous avez une multitude d'informations qui vous perturbent. Et je trouve que l'autopilote vous permet de réagir à un freinage que vous-même ne pourriez pas l'exécuter en temps réel. Ivan Pazos est propriétaire d'une Tesla, une des premières marques de voitures qui propose d'ores et déjà plusieurs options de conduite autonome. La sécurité a été pour lui un argument clé dans l'achat de cette voiture. Quand vous êtes en autopilote, en gros, vous pouvez commencer à envoyer vos textos, répondre à vos mails, dormir si vous voulez. Alors c'est interdit, moi je ne le ferai pas. Je vais dire, le véhicule vous demande quand même, quand vous enclenchez l'autopilote, de garder les mains sur le volant. De savoir qu'on peut rouler avec un véhicule, on va dire, semi-autonome, vous permet, à mon avis, d'augmenter la sécurité de votre véhicule et de celle de ses occupants. Au cours de ces derniers mois, plusieurs accidents impliquant des voitures Tesla ont fait la une des journaux.
Était-il lié à des problèmes de robotique du véhicule ou à l'irresponsabilité des conducteurs? Impossible d'obtenir un entretien avec un porte-parole de Tesla. Seul Elon Musk, son patron, s'autorise à s'exprimer publiquement. À Fribourg, on essaie chaque jour d'améliorer la technologie de la navette autonome. La végétation, qui change constamment, perturbe les capteurs du véhicule. Maintenant, je la conduis manuellement, donc on a les premiers arbres en fait qui cachent déjà le signal GPS. Donc là, on le perd en fait durant quelques secondes, il revient, on le repère, donc on n'est pas à 100% fiable au niveau de la localisation. Là, je suis en train de couper l'herbe parce qu'elle est sur la trajectoire de la navette. Et puis donc, le véhicule l'aperçoit finalement comme un obstacle parce qu'elle ne sait pas si c'est de l'herbe, un enfant ou bien un animal, par exemple. Ça, c'est un problème encore technologiquement pour vous, la végétation? Pour nous, oui, parce qu'on aimerait bien que la navette se rende compte que c'est juste de l'herbe et que ce n'est pas un danger et qu'elle continue sa route normalement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Elle est vraiment très sensible, mais toujours dans le but d'être du côté de la sécurité. Aujourd'hui, si un conducteur se retrouve face à un piéton qui traverse la route et qui peut l'éviter malgré qu'il y ait une ligne blanche au centre de la route, il va prendre la décision instinctive de couper la ligne blanche pour ne pas écraser le piéton. Aujourd'hui, les véhicules tels qu'ils sont conçus ne vont pas prendre cette décision parce qu'ils vont voir une ligne blanche et décider qu'ils n'ont pas le droit de traverser la ligne blanche. Et ça permet de se dire qu'il va falloir que certains pensent déjà à ce type de raisonnement éthique qu'une machine devrait avoir dans le futur, ce qui n'est pas encore gagné. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas considérer qu'un robot puisse être 100% sûr. On s'attend aujourd'hui à ce niveau de sûreté, mais ça ne sera jamais le cas. La question est à quel niveau est-ce qu'on accepte de tolérer par rapport comparé à un être humain. Quelles sont les situations dans lesquelles on accepte de dire ok, la machine a tué finalement. Bonjour Hervé Bourlard. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut de recherche IDIAP en Valais. Vous travaillez dans le domaine de l'intelligence artificielle depuis plus d'une trentaine d'années. Vous travaillez notamment sur la question des voitures autonomes. Alors on l'a vu, hein, l'autonomie est relativement limitée aujourd'hui encore. Alors je vais vous poser une question que vous n'aimez pas trop, je crois, mais que beaucoup de gens se posent. Alors finalement, ces voitures totalement autonomes, c'est pour quand? Pour très longtemps, selon moi. J'entends parfois dire c'est pour dans 1 an, dans 2 ans. Personnellement, je n'y crois pas. Si on dit dans 2 ans, ça veut dire que c'est disponible aujourd'hui. La technologie avance tellement vite que quand on dit 2 ans, c'est aujourd'hui. Alors quels sont les obstacles finalement aujourd'hui qui font que ce ne sera pas pour dans 2 ans? Il y a plein d'obstacles, aussi bien fictifs que réels. On a vu des exemples dans le reportage. Comment réagir avec la voiture s'il y a un obstacle. On a pris l'exemple de la ligne blanche. Qu'est-ce qu'il faut faire s'il y a un obstacle? Est-ce qu'on marche sur la ligne blanche? Est-ce qu'on va à droite? Est-ce qu'on ralentit? Est-ce qu'on accélère? Les humains font face à des décisions comme ça en permanence quand ils conduisent une voiture. Une voiture, c'est simplement pas un acte robotique, c'est un acte social qui demande beaucoup de réactivité et beaucoup de compréhension de l'environnement. Et ça, un robot, quel qu'il soit, où qu'il soit dans le monde entier, est très, très loin d'arriver à ce niveau-là. On n'y est pas encore alors. Bonjour Daniela Cherkoui. Vous êtes anthropologue des techniques, vous êtes maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne. À entendre M. Bourlard, avoir ce reportage aussi, on est un peu dans le fantasme quand on imagine que déjà les voitures pourront nous conduire partout sans conducteur. Vous croyez que, voilà, peut-être qu'on se fait un petit peu des films aujourd'hui? Alors, probablement qu'on se fait des films, mais là, vous avez très bien expliqué le décalage entre les promesses technologiques et la réalité. Après, le problème, de mon point de vue d'anthropologue, c'est qu'il faut voir que ces promesses technologiques, souvent, les gens y croient. Je veux dire, de manière générale, même si on s'éloigne de la voiture autonome, elles y croient aussi parce que dans les médias, on nous vante des produits peut-être en anticipant un peu, ou un peu beaucoup parfois, quant à la réalité des laboratoires. Maintenant, moi, je dirais que, vous êtes ingénieur, donc vous parlez de technologie.
Moi, je suis anthropologue. Moi, si je parle de technologie, c'est pour parler des humains. Et c'est cet aspect-là qui me préoccupe fondamentalement. Et quand j'entends, par exemple, dans le reportage qu'on a entendu la jeune femme dire la voiture voit un obstacle. Il y a quelque chose qui relève de l'abus de langage, abus de langage qui contribue à diffuser ces promesses technologiques. Parce que la machine autonome, elle ne voit rien. Elle perçoit au sens technologique, elle a des capteurs, mais faire intervenir l'idée de la vue et de la vision, c'est faire intervenir quelque chose qui est une prérogative du vivant, de l'humain. On humanise la machine, c'est ça que vous dites? C'est-à-dire qu'on humanise la machine en lui donnant des étiquettes, des attributs, et en la vendant, entre guillemets, avec des attributs qu'elle n'a pas. Alors maintenant, la question qu'il faudrait se poser après, c'est est-ce qu'un jour elle les aura? Ça, je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est voir la société actuelle qui humanise ces machines. Oui. Alors, est-ce qu'un jour elle les aura? Et puis, est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce que finalement l'objectif, c'est de donner des caractéristiques ou des compétences qu'ont les humains aux machines, finalement? Personnellement, je ne crois pas. Évidemment qu'un jour, elles auront certaines compétences, elles en auront de plus en plus. Maintenant, est-ce qu'elles seront douées d'intelligence artificielle? Personnellement, le mot intelligence a une définition bien précise qui remonte aux années 50 de l'inventeur des ordinateurs, Alan Turing, et on pourrait y revenir. Mais, donc ça, je ne crois pas qu'une machine ne sera jamais intelligente. Là aussi, il y a un abus de langage. Quand on dit intelligence artificielle, c'est de la perception, c'est de la reconnaissance d'objets. On peut aller très très loin dans la reconnaissance d'objets. On peut même aller à la reconnaissance de tous les animaux possibles et imaginables avec ce big data dont on parle. Vous me donnez des exemples de chiens, on peut reconnaître tous les chiens qu'il y a dans le monde. On reconnaît même la race du chien. Vous me montrez un chien devant la caméra, je vais reconnaître leur chien et la race du chien. Donc, si on permet... Mais reconnaître ces objets, ça n'a encore rien à voir avec la compréhension qui est propre à un humain. Comprendre ce qui se passe. Mais alors, quand même, si l'objectif, parce que vous travaillez dans le développement de l'intelligence artificielle, si l'objectif c'est de rendre ces véhicules autonomes un jour, il s'agira bien de leur permettre de comprendre ce qu'ils voient, c'est-à-dire qu'ils puissent faire la différence non seulement entre plein de races de chiens, mais aussi entre un humain, un enfant. Enfin voilà. Qui est-ce qu'on choisit d'éviter, quelle est la vie qu'on choisit de préserver? Parce que même si on était capable de tout reconnaître ce qui se passe autour de nous, les feux de signalisation, les feuilles des arbres, les cailloux sur la route, les animaux, les piétons, les enfants, tout, si on reconnaît tout, on ne sait encore rien faire, on ne sait toujours pas construire une voiture autonome. Ça demande beaucoup plus que la reconnaissance, ça demande la compréhension, deuxième niveau. Et quand on aura réussi à faire la compréhension, dans 20, 30 ans, il faudra aussi s'attaquer à l'acte social qu'est la conduite. Donc pour vous, c'est un horizon de 30 ans? Oh oui. En tout cas, au moins. Je ne vais pas vous dire 2 ans, parce que ça voudrait dire que ça existe déjà. Que ça existe maintenant. Néanmoins, les questions éthiques, vous dites, Daniela Cerqui, qu'il faut déjà se les poser. Vous n'êtes pas la seule. Il y a notamment des chercheurs du MIT, aussi de la Toulouse School of Economics, qui ont mis au point une machine qui permet de faire des choix éthiques. Ça, ils l'ont mise en ligne pour que les gens puissent se dire, OK, si j'étais au volant d'une voiture qui conduit toute seule et que je me retrouvais dans telle situation, c'est-à-dire des enfants qui traversent une route. Voilà. Est-ce qu'il faudrait plutôt que ce soit que la voiture envoie le seul passager à bord de la voiture dans le mur, ou devrait-il plutôt risquer la vie de 3 personnes? Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche? Le but, c'est en fait de connaître quelle est l'éthique la plus largement partagée. C'est en tout cas le but de ces chercheurs. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher d'y voir un certain réductionnisme. Parce que dans le reportage, la jeune femme qui parlait a utilisé, à mon avis, à juste titre, le terme instinctif. Elle a dit l'humain instinctivement franchira la ligne blanche. Alors, parler d'instinct, c'est un peu naturalisant. Donc, je dirais que jusqu'à un certain point. Mais c'est quand même un terme qui m'a frappée dans le reportage parce que j'ai envie de le mettre en opposition avec quelque chose d'autre qui a été dit dans le reportage, à savoir l'idée de programmer l'éthique. Et pour moi, c'est 2 choses qui sont complètement antagonistes parce que soit on se réfère à une robotique programmée dans laquelle, comme vous l'évoquez, juste avec cet exemple de machine à choix éthique, on pourrait dire, bah voilà, l'éthique la plus communément partagée, c'est celle-ci, donc c'est ça qu'on va programmer à la machine. Alors à ce moment-là, pour moi, comme anthropologue, il y a toute une série d'autres questions qui se posent, qui sont celles de la responsabilité d'une société par rapport aux objets qu'elle crée, parce que pour moi, ce qui est problématique,
finalement, pour moi, c'est problématique qu'on en arrive à devoir avoir ce genre de discussion. Exactement. Je ne comprends pas quelle société on arrive aussi loin dans la production de machines qu'on doive se poser des questions. Et juste pour terminer, l'autre approche, cette histoire du choix instinctif, alors là, ça serait suivre une autre piste de robotique qui est plutôt de la robotique bio-inspirée, avec ces idées qui sont aussi des promesses, mais qui nous disent qu'à un moment, une machine pourrait avoir des comportements émergents et se comporter exactement comme un humain à tout point de vue. Et encore une fois, de mon point de vue, on est dans l'ordre de la croyance. Si on suit cette piste-là, alors on est dans une volonté démiurgique de créer un être à notre image. Je vous vois beaucoup acquiescer, M. Bourlard. Ça m'étonne parce qu'en tant qu'ingénieur, on pourrait se dire mais oui, mais en même temps, votre objectif, c'est de développer des machines performantes qui peuvent peut-être pas remplacer l'humain, mais enfin le délester de certaines tâches. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. De là, évidemment que c'est mon but dans la recherche, je suis un chercheur, mais de là à dire que je vais développer une machine qui a un instinct... C'est impossible à programmer l'instinct. Mais vous pouvez me le définir? C'est quoi l'instinct? C'est quoi l'éthique? On se retrouverait devant un obstacle ou une situation comme on a vu dans le reportage. Je crois que vous et moi, on pourra peut-être avoir... On a tous les deux une éthique, j'espère, j'en suis certain, mais on pourrait tous les deux avoir une réaction différente, instinctive. Ça dépend de tellement de facteurs. Mais alors pourquoi on les construit? On construit quoi? Ces machines, ces voitures autonomes. Montrez-moi où elles sont pour l'instant, des machines qui ont une certaine éthique. Non, pas qui ont une éthique, des voitures autonomes. Ah non, mais ça, je suis contre aussi. Enfin, je ne crois pas qu'il y a de voitures autonomes pour l'instant. Non, ça vous dites n'existe pas. Mais alors, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elles soient totalement autonomes à l'avenir. Il faudra toujours qu'il y ait la capacité pour l'humain de prendre le contrôle sur la machine. Mais ça dépend de quoi on parle. Une voiture autonome. Aujourd'hui, un avion pourrait être autonome. Oui. Un train pourrait être autonome. Le métro à Lausanne pourrait être autonome. Oui, mais il l'est déjà. Et il est autonome. Et il n'y a pas de problème d'éthique parce qu'on a contrôlé l'environnement. Alors, jusqu'où est-ce qu'on veut aller dans cette réconciliation entre l'environnement, l'humain, qui doit rester quand même, qui fait partie du paysage? Parfois, je discute avec ces gens qui construisent des voitures autonomes, ils disent oui, mais on va réguler l'environnement. L'environnement, il y aura des bandes spéciales, il y aura les voitures vont reconnaître tous les, etc. Il n'y aura plus d'humains dans la voie, dans les voies de circulation des voitures autonomes. Là, on se dirige vers une ville qui n'a plus rien d'humain. Alors, c'est à ce prix-là, les voitures totalement autonomes? À mon avis, oui. Je vois très très mal des voitures autonomes côtoyer des objets non autonomes. C'est là le problème des voitures autonomes, c'est que tout n'est pas autonome. Les avions, ça fonctionne pourquoi? Parce que dans le ciel, la plupart du temps, tout est contrôlé. Oui. Il y a de plus en plus d'avions, donc ça devient peut-être de plus en plus compliqué. Les trains sont contrôlés, les métros sont contrôlés. Mais donc, vous me dites, M. Bourlard, que vouloir programmer une éthique quelle qu'elle soit, ou alors un semblant d'instinct, il faudra encore pouvoir le définir, c'est de la science-fiction. Les ingénieurs peuvent programmer les choses que l'on peut définir, clairement. Est-ce qu'on pourrait définir, par exemple... 1 plus B, 1 et 0, clairement. Or, moi, je ne suis pas anthropologue, mais je ne suis pas certain que l'on puisse définir par A plus B l'éthique. Si, on a un encadrement global, général de l'éthique. On sait ce que c'est, en gros. Hein. On connaît les comportements éthiques et pas éthiques. Mais entre ça et l'instinct, et parfois, instinctivement, on n'a pas nécessairement un caractère éthique, mais un comportement éthique. En revanche, est-ce que ce serait possible que les constructeurs décident de privilégier systématiquement la personne qui se trouve à l'intérieur du véhicule? Ah oui, on peut le faire. Voilà. Est-ce que c'est une bonne décision? Plutôt qu'un enfant sur la route, alors? Non, mais est-ce que... Oui, c'est ça. Oui, mais là, en l'occurrence, vous l'avez bien dit, si les constructeurs décidaient de privilégier... Ça, c'est facile. Donc, c'est toujours pas la voiture qui est autonome. C'est le constructeur qui est derrière. Donc, mais parce que, je pense à un sondage que j'ai lu récemment, 25% des Suisses seulement feraient confiance aux voitures autonomes. Donc, ils font plus confiance aux navettes des transports publics qu'une voiture qui les conduirait seuls, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, peut-être qu'ils se sentent moins seuls s'ils sont avec d'autres passagers. C'est très amusant. Parce que, par contre, un avion pourrait être autonome aujourd'hui. Oui. Mais je crois qu'il y a seulement 1% des Suisses qui sont prêts à monter dans un avion sans pilote. C'est ça. Mais donc, seulement 25% des Suisses, ça veut dire que finalement, on fantasme aussi peut-être un peu sur ce que l'on projette sur les robots. On dit beaucoup que le robot risque de remplacer l'homme. Finalement, nous-mêmes, nous ne leur faisons pas beaucoup confiance, non? Mais moi, je dois dire que votre pourcentage de 25% m'étonne. Disons que j'aimerais inviter les 75% qui ont répondu qu'ils n'auraient pas confiance à réfléchir à la voiture qu'ils conduisent aujourd'hui et à se demander finalement quelle marge de manœuvre leur laisse encore la voiture qu'ils conduisent aujourd'hui par rapport à une autre voiture qu'ils conduisaient il y a 10 ans.
Parce qu'elles sont de plus en plus Elles sont de plus en plus, je veux dire, autonomisées. maintenant, c'est tout juste si vous pouvez encore choisir vous-même que vous allez allumer les essuie-glaces quand il pleut. Je veux dire, les voitures, de plus en plus, on a délégué toute une série de décisions à la voiture. Et là, on n'est pas en train de parler de quelque chose... alors, on est peut-être en train de parler de quelque chose de science-fictionnel du point de vue de sa concrétisation, mais du point de vue des valeurs qui sont derrière, c'est juste un pas de plus dans la délégation de décisions aux véhicules qui, d'un point de vue anthropologique, renvoie à une représentation de l'humain comme étant inférieure à la machine. Vous avez l'impression qu'on fait cela sans trop y penser? C'est ça, c'est que je crois qu'on ne s'est pas posé la question et quand on dit aux gens voiture autonome, ils s'imaginent ce futur où carrément ils n'auront plus rien à faire, mais ils ne se rendent pas compte que le chemin, on y est déjà engagé depuis longtemps. Mais Hervé Bourlard, c'est vrai que l'argument de vente de ces voitures semi-autonomes, c'est de dire qu'elles sont beaucoup plus fiables qu'un conducteur humain. Donc là, on se dit quand même que la machine est supérieure à l'humain. Mais je crois que les voitures intelligentes sont des assistances très importantes aux chauffeurs. D'ailleurs, il n'y a pas que Tesla qui fait ces voitures intelligentes, qui restent dans la bande, qui freinent si vous oubliez de freiner. C'est la moindre des choses. Donc c'est une assistance aux chauffeurs. Mais donc, en se disant que quand même, les voitures qui sont programmées par des humains sont plus fiables. Ça, vous pensez effectivement que la machine a un meilleur taux de réussite sur la route qu'un humain? Ben oui, si l'humain s'endort, je vous assure que la machine sera plus fiable que l'humain qui est endormi ou qui est alcoolisé au volant. En revanche, quand un humain est alcoolisé au volant, on sait qui est le coupable. Si c'est la voiture qui a une défaillance, qu'est-ce qui se passe? Qui est responsable? Ça, c'est la question assez classique. Je crois que ça restera l'humain. Je crois que le monsieur dans le reportage a dit il est interdit de regarder ses SMS ou de répondre à son téléphone, même si la voiture est pseudo-autonome ou assistée, c'est lui qui doit garder le contrôle de son véhicule. À votre avis, est-ce que ce sera toujours l'humain derrière? Excusez-moi, mais si je reprends l'exemple de l'avion, quand il y a un avion, là c'est très compliqué, parce que l'avion est quasiment autonome. Le pilote n'a presque plus de droit de manœuvre sur l'avion. Alors quand il y a un accident d'avion, là il y a des enquêtes qui peuvent durer 2-3 années, parce qu'il faut remonter toute la chaîne des responsabilités. Peut-être qu'on en arrivera à ça dans les voitures quand elles deviendront autonomes. C'est compliqué. Bon, ça va être compliqué, mais si on veut le faire proprement, c'est ça qu'il faudra faire. Est-ce que vous pensez, Daniela Tcherkoui, que l'humain restera finalement toujours responsable ou est-ce qu'on peut donner une responsabilité à une machine? C'est terrible, j'ai presque envie de vous répondre d'abord avec une boutade qui est que ce que je vois autour de moi, c'est que l'humain se déresponsabilise, se décharge des responsabilités dont il peut se décharger, en particulier sur la machine. Donc c'est pas très bon signe, je dirais. Maintenant, par rapport aux véhicules autonomes et aux robots en général, la tendance, elle est là, maintenant, de vouloir conférer des droits et des devoirs aux robots. Donc la notion de responsabilité, elle va avec. La tendance, en tout cas, est là. D'autant plus, Monsieur Bourlard, que même si ces machines ne sont pas encore extrêmement intelligentes, je lisais un article de votre collègue Rachid Guéraoui dans Le Temps, il travaille pour les PFL, il expliquait dans cet article que les robots, maintenant, prennent parfois des décisions qui sont impossibles à expliquer par les programmateurs. C'est-à-dire qu'à travers le deep learning, elles acquièrent des compétences qui sont ensuite extrêmement difficiles à retracer. Il donnait un exemple, ce robot qui se promène sur Mars pour envoyer des images de la planète Mars sur la Terre et qui décide de se lancer dans une falaise et du coup de briser un projet à $1 milliard Donc parce pas une bonne décision. Il n'avait pas pris une bonne décision, mais surtout personne n'est capable de savoir comment il l'a prise. Ça, c'est un peu inquiétant, non? Ça, par contre, je le crois aussi, oui. Mais alors, comment on garde le contrôle sur les robots? Mais je crois que l'humain doit en permanence garder le contrôle sur les robots. Et je Mais crois que ce sera toujours le cas. Et si on ne le fait pas, c'est une erreur de l'humain de laisser des prérogatives telles que celles-là à un robot. Mais est-ce que ce n'est pas justement... Est-ce que finalement les robots, en s'autonomisant, n'acquièrent pas des compétences qui leur permettent, c'est ce qu'il disait également, de repousser l'intervention de l'humain? C'est-à-dire qu'il a une mission qu'on lui a fixée, il a une manière d'y arriver, et si l'humain veut s'introduire pour rectifier, réorienter sa mission, il va l'éjecter. Je crois que c'est un cas pertinent, mais ça, c'était prévu lors de la programmation, cette possibilité-là. D'éjecter l'humain, vous dites? Oui, c'est qu'elle était prévue dans la programmation. Ah d'accord, donc ça ne tombe pas de Ah non, nulle ça part. ne vient pas de... C'est que donc il faut prévu. programmer les robots pour que toujours l'intervention humaine soit possible. Oui, ou alors on laisse volontairement une partie d'aléatoire dans les décisions de robotique.
pourquoi pas? Pourquoi pas? Daniela Cherqui, pourquoi ne pas laisser un peu d'aléatoire dans la programmation? Mais moi, je suis tout à fait pour laisser une part d'aléatoire, parce que l'aléatoire, c'est la vie. Voilà, exactement. Oui, voilà. Mais le problème, c'est que ce que je constate, c'est une volonté de maîtrise qui est à l'œuvre dans les laboratoires et qu'on voit aussi, quand on voit dans la presse, même si c'est exagéré, comme je le disais avant, on voit cette volonté de maîtriser la vie, de recréer des êtres autonomes. Et effectivement, je pense qu'il faut être cohérent à un moment. Si on veut que ces robots soient autonomes, eh ben, il va falloir accepter l'idée qu'ils vont nous éjecter. Si on met des limites avant... Enfin, vous êtes très optimiste finalement, parce que vous avez l'air de supposer qu'on va les mettre, ces limites. Moi, c'est là que ça m'interpelle. Qui doit les mettre alors? C'est aux politiques de faire ce travail-là, à la société civile? Mais moi, je pense que nous sommes tous responsables de ça, parce que j'ai l'air de pointer du doigt les ingénieurs, comme ça, et puis comme j'en ai un à côté de moi, je profite un peu. Mais parce qu'on aurait envie de dire, voilà, c'est eux, dans leur laboratoire, qui nous les pensent, ces machines. Alors, mais ça serait trop simple comme raisonnement, parce que ces ingénieurs, l'institut où vous travaillez, il est intégré dans une société, qui est ma société. Donc, moi, je me rends compte que la critique que j'émets, ce n'est pas une critique de l'extérieur, c'est la critique de quelqu'un qui est bien intégré dans cette société. Et dans cette société, on veut tendre vers le risque zéro. On veut tendre vers le risque zéro, donc on a d'abord, on s'est dit, tiens, les conducteurs sont moins fiables que les machines, donc on va mettre des robots à la place. Puis tout à coup, maintenant, on se rend compte que si la machine tue un enfant parce qu'elle n'a pas passé la ligne blanche, finalement, là, elle va courir un risque que l'humain n'aurait pas couru. Et donc, on fait intervenir le paradigme éthique dans l'histoire. Mais finalement, il y a cette quête du risque zéro derrière. Et je pense que collectivement, c'est à ça qu'il faut qu'on réfléchisse. Très rapidement, et pour conclure, une question à chacun. Quelle est, selon vous, la prérogative qui doit rester humaine, avant tout? La compétence sociale, relationnelle. Oui, pour vous, M. Borlard? Je commencerai même plus bas, je commencerai avec la compréhension de son environnement et ensuite, effectivement, la prérogative sociale, oui. Mais vous n'allez pas beaucoup développer. J'aimerais bien être aussi pessimiste qu'on me le dit, mais je suis optimiste. Mais je suis optimiste parce que je n'ai encore jamais vu aucun robot qui a le moindre semblant d'intelligence. Bon, merci pour votre optimisme dans leur genre à chacun d'entre vous. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Et si vous souhaitez y réagir, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautspascroire@rts.ch ou alors poster un message sur notre page Facebook. La semaine prochaine, nous débattrons des exportations d'armes. Le Conseil fédéral a annoncé un assouplissement de l'ordonnance sur le matériel de guerre, mais le Conseil national veut lui retirer cette prérogative. Alors, au-delà des discordes politiques, est-ce que la Suisse peut se permettre de privilégier le commerce aux dépens de l'éthique? Débat samedi prochain dans Faut pas croire. D'ici là, portez-vous bien.